Bienvenue dans Capital Humain 3.0. Ici, on explore une autre manière de penser le travail, le leadership et la transformation des organisations. Une manière plus consciente, plus humaine et surtout plus réaliste. Je m'appelle Johan Darquest, j'accompagne des dirigeants, des managers et des organisations qui sentent que les anciens modèles s'essoufflent et qui cherchent à transformer leurs tensions humaines en ressources durables. Dans ce podcast, je partage des lectures de terrain, des regards stratégiques, des épisodes avec des visions éclectiques et des échanges avec celles et ceux qui réinventent le travail en profondeur. Si tu cherches des recettes rapides, tu n'es peut-être pas au bon endroit. Mais si tu veux comprendre ce qui se joue vraiment et décider avec plus de conscience, alors tu es exactement là où il faut. Bonne écoute. Alors, bienvenue à tous dans cette nouvelle émission de Capital Humain 3.0. Alors, le futur du travail est partout dans les discours. On le décrit souvent à travers des outils, des technologies, des tendances, mais plus rarement à travers ce qu'il vient réellement transformer en nous. Il s'agit de notre rapport au sens, au collectif, au pouvoir et à l'humain. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un invité qui ne se contente pas d'observer ces mutations, mais qui les explore, les questionne et les met en mouvement depuis de nombreuses années. Alexandre de Stourbe évolue au croisement de plusieurs mondes, l'innovation, les ressources humaines, le management d'équipe et la transformation des organisations. Un terrain exigeant, complexe, parfois paradoxal, mais profondément stratégique. Ce qui frappe dans son parcours, ce n'est pas seulement sa capacité à anticiper les grandes évolutions du travail, c'est surtout sa volonté de replacer l'humain au cœur des systèmes, au-delà des effets de mode, des slogans ou des solutions toutes faites. Avec Alexandre, nous allons parler du futur du travail, bien sûr, mais aussi de ce qui se joue sous la surface. Les croyances managériales qui résistent, les tensions entre performance et sens, les fameuses promesses et des limites de la technologie, et la responsabilité profonde des organisations dans la construction du monde de demain. Une conversation pour celles et ceux qui ne veulent pas simplement s'adapter au futur du travail, mais qui souhaitent le penser, le questionner et le co-créer en conscience. Alexandre, bienvenue dans Capital Humain 3.0, pardon. Voilà, c'est le matin, hein. Je suis très heureux de t'accueillir dans mon émission. Eh bien, bonjour à toi, Johan. Moi, je suis ravi de participer à ton émission. Merci pour l'invitation et je suis flatté de toute l'introduction que tu as faite sur moi. Et même, ça me met la pression pour la suite du podcast. Mais en tout cas, je suis heureux d'être avec toi et parmi vous. Eh bien, j'aime bien faire ce type d'introduction parce que ça plante le décor et puis ça permet aussi de donner un angle. C'est mon angle en fait de comment je te vois. Alors justement, au-delà de ça, j'aimerais que tu puisses pouvoir te présenter parce qu'il y a des auditeurs. Alors, tu es quand même assez connu dans le paysage RH et management, etc. Mais peut-être qu'il y en a qui ne te connaissent pas. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots avec ton parcours, ce qui fait sens pour toi et qui fait que tu es l'homme aujourd'hui que tu es. Alors, je vais démarrer. Donc, Alexandre, moi, j'ai 47 ans, je suis marié, j'ai une petite fille de 8 ans, je suis un ancien Parisien qui s'est exilé à Marseille puisque ma femme est marseillaise. Et je suis ingénieur, moi, de formation. Donc, je viens pas du tout du monde des ressources humaines. Donc, je suis quelqu'un à la base de très cartésien, très pragmatique, et ingénieur même en mécanique des matériaux et des structures. Donc, c'est un truc un peu pointu dans l'ingénierie. Euh, j'ai démarré mon parcours professionnel dans le monde du conseil, où j'ai géré des centres de profit dans des sociétés de conseil en ingénierie et en système d'information. Ces expériences-là m'ont amené, je vais être assez rapide, hein, mais ces expériences-là m'ont amené à me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, j'ai monté un cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de l'ingénierie dans le secteur de l'industrie. Bon, ça faisait sens, dit ça, ça fait sens. Oui. Ça faisait sens en tout cas à l'époque. Cette aventure m'a amené vers une autre aventure qui a été de créer une start-up dans le recrutement par cooptation. Jeune start-upper, alors j'étais plus très jeune, enfin j'étais jeune, mais plus si jeune que ça à l'époque. Jeune start-upper, j'ai adhéré à une association qui venait de se lancer à l'époque en 2015. Cette association s'appelle le LabRH. Et l'histoire a fait que, un an après, le LabRH, ses fondateurs, et en particulier Jérémy Lamry,
m'a proposé de rejoindre l'association, non pas en tant que membre, mais en tant qu'interne, et donc m'a recruté au poste de directeur de l'association en 2016, poste que j'ai couvert pendant 8 ans jusqu'en 2024. Et puis en 2024, voilà, une envie aussi de laisser la place, parce que le Lab RH, on en parlera peut-être par la suite, Mhm. mais c'est un vrai écosystème dédié à l'innovation. Qui dit écosystème, c'est quelque chose de très collaboratif, donc il faut laisser aussi la place aux autres. Et puis moi, ça faisait 8 ans, je pense qu'on voyait un peu trop mon visage au bout de 8 ans, donc j'ai voulu laisser la place et puis pour moi découvrir de nouvelles choses. Et puis bah, l'histoire a encore fait que Jérémy Lamry m'a proposé de le rejoindre sur une autre aventure qu'il a montée quelques années auparavant, qui s'appelle Tomorrow Theory, qui est un Eh oui. studio d'innovation RH, donc, que j'ai rejoint à la rentrée 2024. Et j'y suis toujours aujourd'hui. Alors, on voit que tes portées étaient versées dans l'innovation, dans la dimension humaine aussi des organisations. Comment tu en es venu à t'intéresser justement à cette part de l'humain dans les organisations? Je pense de manière inconsciente, puisque Mhm. finalement, il y a un fil conducteur dans tout mon parcours. J'ai démarré ce que je disais tout à l'heure sur la gestion de centre de profit. Dans la gestion de centre de profit, on s'occupe de recruter des personnes qui vont, bon, certes, produire, et on reviendra sur la notion de travail, ce que ça représente aujourd'hui, mais on recrute aussi des personnes avec lesquelles on a envie de travailler, donc la dimension humaine. Et donc, en fait, dès que je suis sorti d'école, j'étais confronté au recrutement et à faire passer des entretiens et à m'interroger sur est-ce que j'ai envie de travailler avec telle et telle personne. Et du coup, ce qui m'a amené après à créer un cabinet de recrutement, à monter une plateforme de recrutement par cooptation, et donc à arriver dans l'univers des ressources humaines par la porte du recrutement. Et donc, cette notion de relations humaines ou de cohésion entre humains pour faire qu'une organisation fonctionne. Ça m'a toujours intéressé. Après, je ne suis pas un méga expert de ce sujet-là, je ne suis pas un psychologue, etc. Mais néanmoins, je pense avoir une certaine sensibilité ou un certain feeling par rapport à ça. Alors, tu as parlé de la notion de travail. Est-ce que tu peux nous définir ce que représente pour toi le travail avec ton prisme, peut-être un peu différent de ce qu'on peut avoir comme vision, parce que en fait chacun a sa définition du travail. Quelle est la tienne en fait? Alors, c'est pas la mienne, Mhm, c'est celle qu'on a chez Tomorrow Theory, qui je pense est une définition assez théorique, mhm. conventionnelle, mais je vais la donner. Et puis moi, ça me va bien parce que ça permet finalement de poser les bases. Et oui. Le travail, c'est une activité rémunérée qui permet la création de valeurs socio-économiques. Et alors, quand on regarde le monde du travail ces dernières décennies, finalement, on aurait pu presque résumer cette définition. Ce sera la même, hein, sauf que j'ai enlevé un terme, j'ai enlevé le terme social. Donc, le travail est une activité rémunérée qui permet la création de valeurs économiques. Et en effet, je pense que pendant de nombreuses années, et pendant plusieurs décennies même, on recrutait uniquement pour savoir si la personne qu'on allait recruter allait augmenter la productivité ou la valeur économique de l'entreprise. Et on ne s'intéressait pas du tout à la dimension sociale. Et on abordera ce sujet-là par la suite, mais à mon avis, là, en 2026, bien évidemment, on voit que le monde du travail évolue depuis pas mal de temps, on est confronté à plein de crises, eh bien, la dimension sociale va reprendre de l'importance dans le travail. Et c'est, voilà, qu'est-ce qu'on va mettre dans cette dimension sociale? Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, justement, les organisations passent un peu à côté, parfois, de cette dimension sociale? Est-ce que tu as une compréhension du pourquoi on en est là aujourd'hui? Et aussi, ce qui fait aussi que pourquoi on s'intéresse d'aussi près à cette dimension sociale en ce moment? Alors, je ne sais pas encore si on s'intéresse aussi près à la dimension sociale. J'ai plutôt envie de croire qu'on va Oui, s'y intéresser de plus en plus, parce qu'il y a des organisations très clairement dans le contexte économique. Et là, du coup, c'est ce qui fait que la dimension sociale peut prendre de plus en plus d'importance. Ou pourquoi on en est arrivé à définir le travail qu'en étant juste sur la performance économique. Parce qu'on vit depuis plusieurs années dans un monde, alors on parle du monde VUCA, hein, vulnérable, incertain, ah oui. complexe, ambigu. Maintenant, on parle du monde banni, donc fragile, anxiogène, non linéaire et incompréhensible depuis la crise sanitaire. Et donc un monde du travail où il y a 40 ans, on avait une crise qui arrivait et puis on arrivait à gérer cette crise à l'échelle de l'entreprise, en tout cas donc dans le monde du travail à l'échelle de l'entreprise, on arrivait à gérer les crises les unes après les autres parce qu'elles s'enchaînaient, elles ne se superposaient pas. Là, depuis quelques années, ces crises, elles se superposent. Crise sanitaire, crise écologique, crise financière,
crise économique, crise sociale, etc., etc. Et donc, on voit que on vit dans un monde de polycrise et que dans le monde de l'entreprise, eh bien, on doit gérer ça. Et finalement, on ne sait pas gérer autant de crises à la fois. Eh Et oui. c'est pour ça que pour moi, la dimension sociale va prendre de plus en plus d'importance. C'est-à-dire qu'avant, on essayait de pallier ces crises à travers une compétitivité économique, en disant bah, si on est meilleur sur le marché, on gagne plus d'argent, on arrivera à surmonter les crises. Bah, aujourd'hui, c'est plus aussi simple parce que les crises sont devenues de plus en plus complexes. Et donc, du coup, dans cette complexité, eh bien, il faut peut-être travailler la complexité aussi humaine et remettre la dimension sociale, la dimension humaine au milieu de tout ça. Est-ce que ça rejoint la notion du fameux sens, hein? On parle beaucoup de sens au travail en ce moment. Est-ce que ça se rejoint? C'est peut-être ces besoins, ces attentes d'une certaine population. Ouais, alors après, sens, genre j'entends, parce que j'ai le même mot utilisé tout à l'heure dans mon introduction en disant que ça faisait sens pour moi que Mhm, de travailler sur du recrutement pour des entreprises dans l'industrie, puisque j'étais ingénieur et pour recruter des ingénieurs. Mais néanmoins, le sens, déjà, il n'est pas général. C'est-à-dire que le sens pour moi, ça peut être juste gagner de l'argent. mhm. Le sens pour toi, ça peut avoir un équilibre de vie. Le sens pour toi, c'est avoir un travail qui ne te pollue pas d'un point de vue cognitif, etc., etc. Et donc chacun va y trouver son sens. Et aujourd'hui aussi, c'est ce qui rend les choses de plus en plus complexes. Tu vois, ton podcast illustre bien, c'est une dimension capital humain 3.0. C'est ce sens-là, c'est comment tu fais pour, à l'échelle d'une entreprise, fédérer plein de sens différents, parce que chaque individu va avoir son propre sens mais l'entreprise doit aussi avoir un sens global. Donc c'est assez complexe là-dedans. Donc définir le sens, moi j'ai un peu du mal parce que ça dépend Eh de. oui. Et puis je peux avoir, mon sens aujourd'hui peut être celui-ci. Dans 10 ans, il peut évoluer parce que mes besoins ont évolué, parce que j'ai évolué, parce que ma situation familiale a évolué, parce qu'il y a plein de paramètres externes qui font que je ne peux pas avoir quelque chose de linéaire. Est-ce que dans cette notion justement de sens, comment les managers, d'après toi, peuvent arriver à appréhender ce besoin en fait des collaborateurs? Est-ce que tu as des idées? Est-ce que tu le vois dans ton quotidien? Comment les directions, hein, à tout niveau peuvent arriver à composer, je sais pas si c'est le bon mot, mais composer avec cette quête de sens de plus en plus. Euh, à mon sens, Mhm, aujourd'hui, on est très mauvais en management en France. Bon, on le sait, il y a mhm, des études qui sont passées là-dedans. On voit que la France, d'un point de vue managérial, à l'échelle européenne, est très en retard parce qu'on n'est pas assez bon. Et c'est vrai que dans le management, c'était finalement un peu un aboutissement pour une personne que de pouvoir manager une équipe. Et très souvent, on faisait monter, enfin très souvent, on fait mhm. souvent monter des experts techniques sur un sujet pour après manager. Et donc le manager devient le sachant de l'équipe pour après pouvoir être garant du savoir dans l'équipe et d'être le référent. C'est un peu ça l'idée du manager qu'on a eu dans pas mal d'entreprises. Et puis bon, moi j'ai été éduqué dans le monde industriel et c'est vraiment cette culture dans le monde industriel. Sauf qu'aujourd'hui, un manager n'est pas là pour être le sachant, et on parlera de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, savoir, il est plus à la main des êtres humains, il est très clairement, il suffit d'aller sur une techno, sur un LLM quelconque, et on a accès au savoir. Donc le management aujourd'hui est un peu blackboulé là-dedans, parce que c'est quoi un bon manager aujourd'hui? Pour moi, il y a des définitions, en tout cas il y a des sujets sur lesquels il faut vraiment qu'on travaille. Mais ça demande, au-delà du management, ça demande aussi aux organisations globales, aux directions générales des entreprises et à l'entreprise elle-même de redéfinir ce que c'est le monde du travail et comment on peut changer notre façon de travailler. Et c'est ce qu'on est en train de vivre en fait aujourd'hui. Je pense qu'on vit une révolution silencieuse où très clairement on change de paradigme. La façon dont on travaille en 2026, en 2040, on ne travaillera pas du tout de la même façon. Et c'est normal, ça fait partie de l'évolution. On a vécu ces évolutions-là de par le passé. Il y a eu des grandes évolutions du monde du travail. Il faut se rappeler quand même qu'au début du 19e siècle, 80% de la population mondiale travaillait dans les champs. Et que si aujourd'hui, moi, j'interroge mes arrière-grands-parents en leur disant que mon travail, ben, c'est d'être avec Johan pour enregistrer un podcast derrière un écran assis sur une chaise, ils me diront, mais c'est pas ça le travail, Alexandre. Le travail, c'est d'aller dans les champs et de labourer les champs. Donc il y a eu bien évidemment une vraie mutation du travail, du monde du travail ces 2 derniers siècles. Et on va continuer à vivre cette mutation du travail aujourd'hui parce que, encore une fois, eh bien, on va vers quelque chose de nouveau.
Et là, je vais reprendre le cofondateur du LabRH qui s'appelle Boris Cyrvé, qui lui, pour le coup, est philosophe. Lui travaille beaucoup sur quelque chose encore un peu plus haut, qui est la chute civilisationnelle, qui est clairement de dire aussi, en fait, dans ces grandes mutations du travail, on est en train de vivre également une évolution civilisationnelle, parce que si on regarde, grosso modo, dans les grandes mailles, ce qui s'est passé dans toute l'histoire de l'humanité, les historiens s'accordent à dire qu'il y a, alors certains historiens disent de manière très précise, c'est 382 ans, c'est le temps d'une civilisation, le temps où une civilisation est vraiment prépondérante. On va arrondir ça à 400 ans, et que grosso modo, on pourrait dire qu'il y a eu bon, les grandes civilisations égyptiennes, grecques, romaines, etc., qui à chaque fois ont périclité, et que si on regarde notre civilisation actuelle, finalement, elle a émergé à peu près en 1650, et que si on rajoute 400 ans, parce que c'est tous les 400 ans grosso modo, ben, on arriverait à la fin de notre civilisation occidentale, hein, j'entends, la façon, Mhm. enfin, notre civilisation, ben, on arriverait à cette chute civilisationnelle vers 2050. Bon, ben en fait, on voit que tout converge, qu'il y a une sorte d'alignement des planètes, où les grandes mutations du monde du travail et finalement de la civilisation arriveraient sur quelque chose de nouveau. Je ne dis pas que ça va être Terminator et qu'il n'y aura plus que l'IA Oui. en remplacer tout le monde, mais très certainement qu'il y aura quelque chose de nouveau qui va s'inscrire en 2050. Est-ce que ça redéfinit quelque part ce qu'on est en train de vivre, la place de la valeur ajoutée de l'être humain intrinsèque face à une IA qui absorbe de plus en plus des tâches à faible valeur ajoutée? Est-ce que la question se pose pas de cette manière, Ouais. selon toi? Mhm. Alors, est-ce que l'IA absorbe que des tâches à faible valeur ajoutée? Est-ce que finalement l'IA absorbe pas aussi des tâches à plutôt forte Oui. valeur ajoutée? On peut se Mhm. poser la question. C'est vrai. Et sur les niveaux d'intelligence artificielle, quand on parle d'intelligence artificielle générale ou de super intelligence, ben, on n'est plus que sur des tâches à faible valeur ajoutée. On est sur l'administration d'un Mhm. service, d'une entreprise ou d'un pays. Donc, c'est plus de la faible valeur ajoutée. Donc, on peut se poser la question, en effet, ça va être quoi la place C'est de vrai. l'humain dans cet univers? Alors, nous, chez Tomorrow Theory, et moi, je suis intimement convaincu aussi que, bien évidemment, on aura toute notre place. Et là, sans faire de la projection ou la pseudo-prospective, si je reviens à des choses hyper factuelles, euh, quand on voit l'intelligence artificielle, enfin l'intelligence artificielle au sens génératif du terme, Oui. celle qu'on côtoie depuis 3 ans, 4 ans, depuis la création enfin depuis la création, depuis en tout cas le ChatGPT 3.5 qui s'est lancé, et tout le monde a commencé à aller sur cette intelligence artificielle conversationnelle, alors que l'IA existe depuis de nombreuses années, mais néanmoins, on va dire qu'il y a eu un gros fait marquant en 2022, il y a quand même une forme de déception dans les entreprises. C'est hyper intéressant. On voit quand même pas mal de valeur ajoutée à ce qui est de l'intelligence artificielle, mais on voit aussi beaucoup de limites au déploiement de l'intelligence artificielle dans les entreprises. Et que moi, je suis très favorable à l'intelligence artificielle, mais au sens positif du terme. Mais néanmoins, c'est pas un truc aussi magique. On avait l'impression que ça y est, on tapait un prompt et on avait une réponse qui était magique. Et donc, du coup, que l'IA allait être magique. Et donc, comme elle était magique, elle allait nous remplacer. Alors, finalement, moi, ce que je vois, ce que je constate dans mon univers de manière opérationnelle auprès des directions des ressources humaines, bah, c'est pas si simple. Déjà, c'est une nouvelle technologie, il faut l'appréhender. Derrière, c'est quand même des êtres humains qui l'utilisent. Finalement, bah, elle ne connaît pas tout l'historique de l'entreprise, elle sait pas, elle n'a pas le feeling, elle a pas, enfin, il y a plein de choses qui manquent et qui font que bah ouais, très clairement, les êtres humains aujourd'hui, enfin, pour moi, il n'y a pas de question à se poser, de savoir est-ce qu'il y a encore de la place pour l'être humain ou pas. Bien évidemment. Après, en revanche, c'est toutes les dérives, et c'est là où je pense qu'on est à un tournant, c'est qu'est-ce qu'on va vouloir faire de cette intelligence artificielle. Et que si en effet on tombe dans le piège de bah oui, c'est facile, et puis je vais faire ça par l'IA, et que du coup, d'ailleurs, on ne développe plus notre esprit critique et qu'on se laisse complètement absorber, là, on va perdre notre singularité. C'est un peu, moi je fais toujours le parallèle avec un film d'animation de Pixar qui s'appelle Wall-E, qui date de Ah oui. 2001. Donc le Mhm. petit robot qui nettoie la planète que les êtres humains ont totalement pollué, hein. C'est ce qui s'est passé, enfin c'est ce qui se passe aujourd'hui un peu dans l'absolu. Les êtres humains, pendant que le petit robot nettoie la planète, sont dans l'espace, dans des grands vaisseaux spatiaux, en train de boire des sodas. Ils sont devenus tous obèses parce qu'ils font plus du tout de sport. Ils sont dans des nacelles qui les transportent un peu partout, rivés derrière un écran pour communiquer à travers un écran. Bon, finalement, on n'en est pas très loin hein, de tout ça. Mhm. Et dans Wall-E, spoiler alerte, hein, je vais dévoiler la fin, c'est qu'à un moment donné, il y a deux nacelles qui se touchent, qui tombent, et les deux êtres humains se rendent compte qu'ils peuvent discuter
directement sans passer par un écran et qu'en plus de ça, ils ont des bras et des jambes et qui peuvent marcher ou faire quelque chose avec tout ça. Donc je me dis, ben, on arrivera à ce moment-là, en fait. On arrivera à un moment où on va se rendre compte que ben, on est finalement essentiel dans cet univers et qu'on ne peut pas remplacer les êtres humains, c'est clair que non. Et est-ce que la notion de rapport au travail, elle peut se poser en termes d'apprentissage par rapport à sur soi, en termes de connaissance de soi, est-ce que c'est pas une piste qui pourrait être à explorer sur le fait de finalement, mais on vient travailler pourquoi? Produire de manière socio-économique, mais est-ce qu'on vient pas aussi apprendre sur soi Mm. à travers la relation à l'autre? Alors, avec une IA, bien évidemment, parce qu'on est dans une forme d'apprentissage, mais est-ce qu'on est aussi dans cette forme de renforcement d'apprentissage vis-à-vis de l'interrelation qu'on a avec l'autre. Est-ce que c'est une piste pour toi ou c'est pas forcément une piste tangible? Si, si, alors je vais t'avouer un truc, on est entre nous, Mhm, c'est que moi, pendant de nombreuses années, de par ma formation très cartésienne, mhm, j'ai jamais cru au coaching, au mhm, développement personnel, tu vois, j'ai jamais vraiment cru à ça. Et puis bon, mais finalement, en étant dedans depuis quand même quelques années, je constate qu'en effet, c'est important de savoir se connaître. Et que le travail aussi est enfin, l'entreprise est un endroit où on peut aussi apprendre à se connaître. Et quand on dit apprendre à se connaître, de manière générale, c'est un endroit où on peut apprendre. Et que, en réalité, le monde du travail tel qu'on l'a dessiné depuis les années 70-80, mhm. activité économique qui permet la création de valeur, activité rémunérée pardon, qui permet la création de valeur économique, en fait, globalement, on te recrutait pour juste exécuter des tâches. C'était ça. Enfin, le monde du travail, c'est ça. C'est je recrute quelqu'un parce que cette personne-là a des soi-disant compétences pour permettre à mon entreprise d'être plus productive et d'augmenter la profitabilité de l'entreprise, parce qu'à cette personne-là, je vais lui attribuer des tâches qu'elle va devoir exécuter. On est un peu Oui, sur ce qui s'est passé aussi au moment de la révolution industrielle, où on cherchait finalement, et c'est une sorte d'aliénation du travail. On te dit, tu ne fais que juste exécuter tes tâches, et puis si tu vas plus vite, je vais t'en rajouter des tâches. Donc là, on sort un peu de cet univers-là, je trouve, aujourd'hui, parce que bon, encore une fois, on a vécu plein de crises ces dernières années, des mhm, crises qui ont été clairement marquantes et que dans un univers où il y a des crises, il y a des évolutions technologiques avec l'intelligence artificielle, on voit bien, parce que c'est une des causes nationales qui est la santé mentale, on voit bien aussi qu'il y a un sujet sur la charge cognitive. On est tous submergés en termes de charge cognitive. Mais ça veut dire quoi, charge cognitive? En fait, nous, chez Tomorrow Theory, ça c'est un gros sujet sur 2026, de pouvoir éduquer les dirigeants, les managers sur la notion de charge cognitive, de se dire, mais aujourd'hui, pourquoi on en arrive là à un peu euh, ce ras-le-bol et cette limite? C'est parce qu'on surcharge cognitivement nos cerveaux. Mais il y a ouais, trois niveaux de charge cognitive, il faut le savoir. Il y a la charge cognitive intrinsèque, la charge cognitive extrinsèque et la charge germane. Donc la charge cognitive intrinsèque, c'est la charge cognitive où toi, Johan, tu me demandes de enregistrer un podcast. Bah, c'est une charge cognitive intrinsèque. Il va falloir que je prépare ce projet, par exemple, que je mette en condition mentale, etc., etc. La charge cognitive extrinsèque, c'est tout ce qui va venir me polluer dans mon travail. Les mails, là on est en train de discuter, je peux avoir un appel sur mon téléphone, etc. Ça va venir me perturber, donc ça va venir augmenter ma charge cognitive. Ça va venir me perturber cette charge cognitive. Et après, il y a la charge cognitive germane qui est dédiée à l'apprentissage. Alors, je ne vais pas faire un cours théorique là-dedans sur comment fonctionne le cerveau, mais grosso modo, quand on augmente la charge cognitive germane, qui en fait est une bonne charge cognitive, qui est liée à l'apprentissage, en fait, ça nous permet de réduire la charge cognitive intrinsèque. On ne pourra pas réduire la charge cognitive extrinsèque, mais on mhm. réduira la charge cognitive intrinsèque pour pouvoir appréhender des projets que tu vas me demander de réaliser. Et donc, tu vois, en fait, sur cette notion d'apprentissage, donc apprendre sur soi, de manière générale, c'est apprendre. Et je pense qu'on a perdu cette culture d'apprendre. On a appris tout au long de notre scolarité, on a appris de manière régulière jusqu'à au bac ou bac plus 2, plus 3, plus 5 pour celles et ceux qui ont fait des études. Mais après, on a, pour beaucoup, on a arrêté d'apprendre. On n'a fait qu'exécuter des tâches dans un environnement d'entreprise, mais on n'a pas réellement appris de nouvelles choses. C'est Et très je pense que c'est intéressant important. ce que tu mentionnes. Et est-ce que ça va mettre en rapprochement avec
une forme quelque part descendante d'un enseignement depuis la jeune école, hein, jusqu'à même à la fac, hein, moi je suis allé jusqu'à l'université aussi, où tu subis plutôt que d'être acteur dans l'apprentissage. Est-ce que ça rejoint en fait par forme de mimétisme au travail, ces réflexes qui trouvent une limite aujourd'hui, où on a besoin justement pour faire évoluer les individus d'être dans une forme de curiosité, de... Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Alors oui, simplement c'est que pour développer cette curiosité, il faut quand même avoir des bases. Et que donc Oui. l'apprentissage au sens descendant du terme, comme tu l'expliques, en fait est presque un passage obligé à l'apprentissage. Alors après, tu me diras, mais tu peux avoir un apprentissage qui se fait d'un point de vue social, c'est-à-dire dépendant de l'endroit où tu habites, tu vas apprendre et tu vas appréhender la vie différemment. Moi, j'habite à Marseille, ma fille a grandi à Marseille, ben, elle va apprendre, de par l'environnement, les nuances de bleu, par exemple. Mhm. Là où une personne qui grandit dans les pays d'Europe du Nord, au Danemark, va pas avoir cette nuance de bleu, mais va plutôt avoir une nuance de blanc. Parce que, ben, voilà. Donc tu vois, il y a des apprentissages qui sont des apprentissages plus sociologiques par rapport à l'environnement dans lequel tu grandis, Oui. environnement social. Mais après, il y a l'apprentissage du savoir en tant que tel qui est nécessaire. Et il faut avoir les bases parce qu'il faut réussir. Et ça, c'est la théorie de la charge cognitive et les théories de l'éducation. Donc, c'est John Sweller et puis d'autres qui ont travaillé Mhm. là-dessus sur la création des fameux schémas. Donc, ça, c'est notre cerveau Mhm. travaille sur les fameux schémas. Un exemple, Newton, quand il a trouvé la relativité, il l'a pas inventé. En fait, il s'est nourri de tout ce qui a été vu jusqu'à ce moment-là en termes de physique. Mhm. Donc il a appris des choses et sur la base des choses qu'il a pu apprendre, il a pu être curieux et créatif pour aller encore plus loin. Et voilà, donc c'est pour ça, je pense qu'il y a quand même une notion de descendant. On est obligé, alors de descendant, il ne faut pas non plus avoir toujours un prof. Je peux très bien, moi, apprendre en lisant des bouquins et en regardant des podcasts. Je sais pas, je vais apprendre quelque chose. Et après, derrière, je vais pouvoir développer une autre forme d'apprentissage pour aller découvrir de nouvelles choses. Oui, complètement. Alors, comme le temps avance, j'ai plein de questions à te poser, alors je vais essayer d'être synthétique. Toi, justement, en fait, dans ta vision au niveau du Lab RH, sur quoi vous travaillez par rapport aux anticipations du futur au travail, justement? Est-ce que tu peux nous dire quelques pistes que vous avez Ouais. identifiées qui se dégagent? Si tu peux le partager, hein. Ouais. Alors, deux choses. Tu parles du LabRH. L'ABRH, c'était mon expérience passée. Et donc là, il y a Avant. l'expérience Tomorrow Theory. Donc, Oui. l'ABRH, si tu veux, sur la façon dont fonctionne le LabRH, parce que là, je peux en parler de manière concrète, c'est comment identifier les sujets qui vont intéresser les directions des ressources humaines et plus globalement les entreprises à travers un écosystème de start-up Mhm. qui vont déployer de nouvelles solutions, de nouvelles innovations. Et d'ailleurs, la question, c'est est-ce qu'une innovation est toujours technologique ou pas? Et au Lab RH, moi je l'ai vu, l'innovation peut être aussi, moi ce que je qualifie de servicielle. Donc c'est juste repenser des processus sans forcément rajouter de la technologie. Mais donc en tout cas, de pouvoir identifier les signaux faibles sur un marché à travers des startups qui se créent. Quand il y a 5-10 startups qui viennent traiter d'un sujet qui n'était pas traité auparavant, c'est un signal faible qui nous dit que a priori, c'est quelque chose qui va intéresser les RH et après les entreprises de manière plus globale. Donc ça, c'est le Lab RH, la façon dont le Lab RH travaille. Nous, côté Tomorrow Theory, on a une approche qui est un peu différente parce qu'on ne se base pas sur les startups. Nous, notre métier, c'est vraiment de comprendre quels sont les grands enjeux Mhm. sociaux, environnementaux et technologiques qui viennent frapper notre société au sens large du terme. Donc, les enjeux écologiques, les enjeux autour des compétences, les enjeux sur l'intergénérationnel, les enjeux sur l'intelligence artificielle. Là, on parle de santé mentale ou de charge cognitive, etc. C'est de comprendre ces sujets-là d'un point de vue global et après de voir comment ces sujets-là vont venir impacter le monde du travail et comment ces sujets-là vont venir redéfinir ce monde du travail. Et de voir les dynamiques justement de ces sujets pour pouvoir anticiper Ouais, et voir. Ok. ouais, tout à fait. Donc après, donc, pour répondre, pour aller au bout de ta question, Mhm. nous, qu'est-ce qu'on... alors, on n'a pas de boule de cristal. Je ne peux Oui. pas te dire, il va se passer ça, ça et ça. Mais néanmoins, nous, les tendances qu'on sent, alors bien évidemment, je ne peux pas écarter. Alors, c'est plus une tendance maintenant, ou si on considère que c'est une tendance, on s'est un peu trompé, c'est l'intelligence artificielle. Mhm. Donc ça, il y a pas trop de débat par rapport à ça. Mais c'est d'aller encore plus loin. C'est pas juste l'IA au sens strict du terme.
c'est l'IA. Tout à l'heure, je parlais d'intelligence artificielle générale ou de super intelligence. Qu'est-ce que ça veut vouloir dire si on atteint ces niveaux-là d'intelligence artificielle? Alors, aujourd'hui, on parle d'agent IA. Ok, c'est super, ça nous permet de réserver des billets d'avion à notre place, etc. Mais en fait, ça interroge beaucoup plus, par exemple, dans la fonction RH, le recrutement. Si demain j'ai un agent recruteur, ben, ça veut dire quoi moi en tant que recruteur? Quel va être mon travail? Donc voilà, nous, on va s'interroger sur sur ce type de questions. Donc, intelligence artificielle. Charge cognitive, pour nous, ça c'est clair, c'est un des gros sujets 2026. C'est comment aujourd'hui le management permet justement de réguler cette charge cognitive et comment travailler sur une écologie de la charge cognitive dans un monde surchargé d'informations. Oui, Le sujet des compétences, parce que on en parle de manière directe ou indirecte, mais finalement, les compétences, tu vois, on a appris des choses, tu as fait la fac, tu es sorti. Est-ce qu'aujourd'hui, tout ce que tu as appris, tu es capable de le restituer encore Non, moi, c'est pareil, hein, je suis eh oui, ingénieur, incapable d'être ingénieur aujourd'hui. Donc, il y a l'obsolescence des compétences, et c'est les compétences, dépendant des études, on s'accorde à dire qu'une compétence va avoir une durée de vie de 18 mois à 24 mois maximum. Et donc, c'est comment on fait pour renouveler ces compétences ou les faire perdurer. Donc, il y a un gros sujet autour des compétences. Et puis après, le sujet, l'intergénérationnel, mais pour moi, qui est un faux sujet parce que ça renvoie derrière le sujet du management. Finalement, pour moi, on se cache, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. On dit, ah, tout est lié à l'intergénérationnel parce que la génération X, c'est des boomers, et puis la mm, génération Z, ils veulent pas travailler et tout. Non, on stigmatise les oui, générations. En réalité, c'est juste parce qu'on ne sait pas manager, justement. mm, Et on ne sait pas donner du sens, un cadre, etc., dans les entreprises. Bon, je généralise, bien évidemment. Heureusement, il y a des entreprises mm, qui font bien mieux que d'autres. Voilà, donc pour moi, ça, ce sont les grands sujets du moment. Et puis après, si on se projette sur les aspects plus technologiques, il va forcément y avoir à un moment donné un retour sur la notion de blockchain, tu vois, dans le monde de bien l'entreprise. sûr. Mm. Ça va revenir, c'était entre guillemets à la mode en 2021 avec la réalité virtuelle, avec le métavers, il y avait la blockchain. Tout oublié. La réalité, c'est que ça va revenir dans les prochaines années, c'est sûr. Eh oui. Et est-ce que tu vois émerger des innovations, mais non technologiques, sur le comportement humain? Est-ce que vous avez des tendances sur des signaux faibles qui vous montrent en fait des trajectoires de comportement humain civilisationnel forts que les organisations vont certainement être amenées à gérer ou à en tout cas se penser sur ce sujet? Alors oui, il y a plein d'innovations à ce niveau-là. Quand on voit ce qui se passe, alors là, je vais faire des frappes Hmm. spécifiques, enfin des frappes. Hmm. Je vais toucher du doigt de manière spécifique certains sujets. Sujet de l'aidance dans l'entreprise. On parlait de santé mentale après, d'un point de vue perso, la santé mentale, l'équilibre des vies, etc., etc. En fait, il y a un vrai sujet autour de la flexibilité du travail. Et aujourd'hui, tu vois, en termes d'innovation, alors on a parlé il y a 2 ans, il y a beaucoup d'encre qui a coulé sur le sujet de la semaine de 4 jours. Mais Mhm. c'est comment demain, le monde du travail va être un monde beaucoup plus flexible en termes de temps de travail. Et tu vois, parce que on a une population qui vieillit de plus en plus, parce qu'on vit de plus en plus vieux, parce que du coup, bah, il y a de plus en plus de salariés qui sont aidants. Alors, je crois que c'est à peu près 25% des salariés aujourd'hui actifs qui sont aidants, et ça peut monter jusqu'à 30%, ce qui est énorme. C'est énorme. Les maladies longues aussi dans une carrière, puisque on travaille de plus en plus tard, on développe aussi des maladies. Et donc, c'est comment dans ce milieu professionnel, eh ben, on peut aussi avoir encore une place à travers ces maladies. Bah, tu vois, là, il y a tous ces sujets qui, pour moi, l'innovation va être une innovation en termes de flexibilité du travail et comment le travail va être organisé pour permettre eh bien, d'avoir du temps pour soi, mais pas juste pour flâner. C'est du temps pour soi pour s'occuper des autres, c'est du temps pour soi pour s'occuper de soi, pour développer de nouvelles compétences, c'est du temps pour soi aussi pour aller explorer de nouvelles parts de marché, également pour son entreprise, quelque chose qu'on fait jamais, on a assez peu de temps de le faire parce qu'on est pris dans le quotidien, pour brainstormer avec ses collègues, etc., etc. Voilà, donc pour moi, tu vois, tout ça, c'est lié et c'est une forme d'apprentissage au global. Et pour moi, ça va être une vraie révolution dans les prochaines années, mais ça passera par le management, forcément. Et oui, de pouvoir organiser tout ça, être à l'écoute et tout à fait. Mm. Et est-ce que parce que on parle de fragmentation, mais la notion de tiers-lieu aussi qui émerge de plus en plus, la notion d'espace-temps géographique,
du temps, on a parlé. Est-ce que ça aussi, c'est une tendance en fait qui se renforce, qui se développe dans l'appréhension du morcellement du travail? Euh, Mm. Est-ce que tu fais référence du coup à la notion de télétravail ou le fait de pouvoir travailler à distance, etc. C'est ça? Oui, et même dans des lieux avec des écosystèmes, Ouais. c'est-à-dire qu'on n'est plus juste un collaborateur euh, dans une entreprise, mais connecté avec différents écosystèmes, et quelque part les organisations connectent via les collaborateurs, d'autres écosystèmes. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui se développe ou pas? Alors oui, enfin qui se développe. En tout cas, ce sont des scénarios qui sont étudiés. D'accord? Je me rappelle, il y a 3 ans à peu près, s'ils ont remis ça au goût du jour, Colliers International, qui travaille dans l'immobilier d'entreprise, avait produit toute une étude autour de ça, sur à quoi pourrait ressembler l'entreprise ou le monde du travail, mais au sens physique du terme, Mhm. d'ici 2030. Et donc il y avait plusieurs scénarios parce Ok. qu'on ne sait pas trop, mais un scénario très dystopique de l'hypercentralisation du pouvoir à Paris, avec des tours énormes, donc le top management, comment dire, en haut des tours, ces tours dorées, et puis finalement le salarié lambda, un peu la plèbe, qui se Mhm. retrouve au rez-de-chaussée, dans la pollution, avec une circulation à Paris infernale, les transports en commun, enfin, et l'éloignement et tout, parce que augmentation des prix du mètre carré, etc., etc. Il y avait ça jusqu'à des scénarios plus green dans Mhm. l'approche, un peu plus réaliste ou plus collectif, plus collaboratif. Et donc, dans ces scénarios-là, il y avait le scénario justement de ces tiers-lieux et de se dire, bah, l'entreprise, elle n'agit pas toute seule. L'entreprise, c'est un écosystème vivant. Il y a l'entreprise en tant que telle, mais après, il y a tous ses partenaires, il y a tous ses sous-traitants, il y a tous ses fournisseurs, etc., il y a tous ses clients, etc. Et donc ça, on peut créer des écosystèmes. Il faut que l'écosystème puisse travailler ensemble. Et donc, pour travailler ensemble, il faut pouvoir créer ces fameux tiers-lieux. Enfin, je ne sais pas si c'est ce que tu avais en Bien tête, mais sûr, moi, c'est comme ça que tout je à fait. l'imagine. C'est la création de ces tiers-lieux. Donc oui, il y a une vraie question là-dessus. Maintenant, très clairement, parce qu'on est dans un monde, ce que je disais hein, en introduction, banni, fragile, anxiogène, non linéaire, incompréhensible, en fait, on ne sait pas où on va. Et on Mhm. teste. Et on voit bien, on rétropédale. Télétravail, aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises qui reviennent sur la notion de télétravail, parce qu'on est soi-disant pas aussi productif chez soi qu'à l'entreprise. Aucune étude ne valide ce point-là. Après, en revanche, un point sur lequel je suis d'accord, que le fait d'être à distance te coupe le lien social que tu peux entretenir avec tes collègues. Ça, c'est indéniable. Bien Les sûr. fameuses discussions informelles, moi, je Mhm. le vis parce que on est beaucoup chez Tomorrow Theory en télétravail, enfin à Mhm. distance. Puis moi, je suis basé à Marseille avec Oui. Tomorrow Theory qui est basé à Paris, donc de facto bien évidemment, tu perds un peu ce lien social et tu perds toutes ces subtilités de discussion que tu peux avoir et des petits messages qui soit te font rebondir, soit te font penser à autre chose, soit juste te réconfortent dans ton boulot, etc., te donnent confiance, bref. Donc on perd tout ça. Mais bon, voilà. Donc on teste, on revient en arrière, on repartira dans une autre direction et à la limite, c'est normal. Et je pense que c'est ce qui manque dans les entreprises aujourd'hui d'un point de vue management, c'est avoir le droit à l'erreur. Aujourd'hui, on est en train de vivre une mutation. Mhm. Ok, on ne sait pas. Là, Eh pour le oui. coup, c'est pas mathématique. Je sais pas. On est dans une transition. C'est une transformation. C'est tu connais le point A. Alors ça, c'est la physique. Hein, tu connais le point A et tu le transformes en point B. Donc tu sais où est-ce que tu vas aller. Mais une transition, c'est tu pars du point A et tu vas vers quelque chose. Donc on est dans une transition, plus qu'une transformation, on est dans une transition du monde du travail. Donc on ne sait pas où on va. Mais du coup, il faut tester. Il faut tester des pistes. Et donc, c'est normal qu'il y ait des entreprises qui licencient pour les remplacer par de l'intelligence artificielle. Alors, c'est un peu dur ce que je dis, mais elles testent. Bah, ça Oui. fait partie du jeu. D'autres qui vont tester d'autres schémas d'organisation. Et c'est pour ça que tu vois, c'est assez flou. Donc oui, il y a quelque chose qui se passe. Il y a la flexibilité du travail. Il y a cette notion aussi, d'un point de vue physique, d'un éclatement du travail ou de création de nouvelles sphères de travail à travers des écosystèmes. En France, ce qui nous pénalise beaucoup, c'est là pour le coup l'hypercentralisation du pouvoir à Paris, parce que quasiment tout se fait à Paris, alors que les régions devraient prendre de plus en plus de poids. Et il y a des pépites d'entreprises en région qui sont des petites entreprises, mais qui sont extraordinaires.
Et aujourd'hui, on ne met pas ça en valeur, en avant. Et parce qu'il y a la dimension économique, parce que bah, pour avoir des bons salaires, c'est à Paris. En région, et je suis bien placé pour le savoir, on est moins bien payé, etc., etc. Enfin bref, voilà. Donc c'est hyper complexe et on est dans ce jeu complexe aujourd'hui où personne n'a la solution. S'il y a quelqu'un qui avait la solution, là, c'est C'est riche. sûr. Personne n'a la solution et on doit tester. Et on avance par petit pas par petit pas. Alors justement, comme on avance dans l'émission, est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais nous partager, qui t'est cher, qui te tient à cœur, une conviction, une vision, un engagement que tu voudrais nous partager? Voilà, ça peut prendre des formes que tu veux, et qui pourrait être utile aux personnes qui nous écoutent. Alors, la conviction, je ne sais pas si on peut parler de conviction. En tout cas, moi, le sujet qui m'anime et qui me porte beaucoup, c'est comment on peut réfléchir différemment. C'est-à-dire que on réfléchit aujourd'hui avec nos standards. Hein, on réfléchit le monde du travail tel qu'on nous l'a appris. Et donc, ça fait, tu vois, historiquement, je viens du monde du recrutement. Ça fait depuis 40 ans qu'on recrute Mm. ou 50 ans qu'on recrute de la même façon. Il y a un CV, on trie le CV, on regarde, machin, on fait passer des entretiens, etc. Mais est-ce qu'on ne peut pas se poser la question de finalement tous ces process dans les entreprises, ils ont été définis à une époque, on les a gardés parce que ça fonctionne, mais on ne s'est jamais posé la question de est-ce que ça ne fonctionnerait pas d'une manière différente? Alors, il y a plein d'exemples, alors, des exemples qui parfois peuvent, enfin, pas mal interprétés, mais derrière les personnes qui sont lancées là-dedans sont des personnes critiquables. Mais tu vois, Elon Musk s'est dit, bah, attends, une voiture, pourquoi une voiture doit avoir un moteur thermique et rouler de telle façon, etc. Enfin, il a repensé la fabrication d'une voiture. Et donc la création de Tesla, à l'époque, c'était enfin maintenant on a l'impression que c'est presque normal, mais à Mhm. l'époque, enfin, fallait oser quand même se dire, bah, C'est une vrai. voiture, on peut la repenser différemment. Bon, ça ressemble toujours à un sac à roues, un habitacle, etc., etc. Mais bon, néanmoins, on se pose la question d'un point de vue industriel de comment on peut faire les choses différemment et donc repenser les choses. Et il nous manque vachement ça aujourd'hui dans les organisations, dans les entreprises, à tous les niveaux de l'entreprise. C'est pas que réservé au top management, c'est pas que réservé au cadre. N'importe quel salarié dans l'entreprise peut se poser la question de OK, ben, je fais ça depuis X années, mais attends, en fait, est-ce que c'est pas débile? Est-ce que je pourrais pas faire ça autrement? Enfin, débile. Est-ce que je peux pas repenser le process, etc. Et pour moi, je suis convaincu de ça. Et tu vois, puisqu'on parle encore en 2026 beaucoup d'intelligence artificielle, ben, pour moi, l'intelligence artificielle nous amène ce type de réflexion à deux niveaux. Premier niveau, ben, parce que l'IA peut nous donner des idées. Mm. Hein, je peux Clairement. challenger mes idées par l'IA et puis elle va m'aider à brainstormer. Pour ça, c'est un truc hyper simple, c'est individualiste, mais à la limite, c'est simple, Mm. on peut le monter à l'échelle collective. Et deuxième chose, c'est parce que l'IA, aujourd'hui, nous permet de gagner du temps. Et c'est le vrai sujet dans les entreprises, c'est que beaucoup de gens utilisent l'intelligence artificielle dans l'entreprise. Il y a Great Place to Work qui a fait une grande enquête. Oui. Hein. Je participe la semaine prochaine sur les Great Insight 2026. Je ne peux pas dévoiler tous les chiffres, mais il y a des chiffres où il y a beaucoup de salariés, et ce ne sont pas que les managers, les cadres qui utilisent IA, beaucoup de salariés utilisent l'intelligence artificielle en France. Alors sur un échantillon de 4200 et quelques salariés, tout type d'entreprises confondues, qui ont répondu à l'enquête. Et donc, on voit beaucoup de salariés qui utilisent l'intelligence artificielle. Très bien, ça fait gagner du temps, c'est indéniable. Mais du coup, on en fait quoi de ce temps-là à l'échelle collective? Hein, on gagne du temps à l'échelle individuelle, mais à l'échelle collective. Et donc, pour moi, ce temps gagné à l'échelle collective permet de redéfinir le monde du travail et donc la flexibilité du travail. Et donc, réfléchir à est-ce que le travail demain ne sera pas différent et notre semaine au travail ne sera pas organisée de manière complètement différente. Est-ce que justement, est-ce que pour une des clés pour les organisations, ce serait pas justement d'être capable dans l'organisation d'intégrer des profils qui passent hors de la boîte, qui viennent challenger justement ces schémas qui sont ancestraux, avec des profils neuroatypiques notamment, parce qu'on en voit de plus en plus. Est-ce que ça serait pas une clé aussi justement de faire appel à ces d'autres façons de penser? Alors, tu vois, charge cognitive extrinsèque, j'ai été perturbé par ce qui se passe. Alors, Oui, je me permets de te demander de me reposer la question, Yoann. il n'y a pas de souci.
Est-ce que ça serait le fait de pouvoir faire appel à des compétences avec des profils atypiques? On parle souvent de neuroatypicité dans certains profils. Est-ce que les organisations pourraient avoir intérêt de davantage euh, prendre en considération ou d'être attentif à ces profils pour pouvoir stimuler et les challenger sur une remise en question parfois de certains modèles établis qui les coupent Mm, de la créativité, de l'innovation. mm. Est-ce que ça peut pas être une ressource Ou- supplémentaire? Oui, ouais, ça peut clairement être une ressource supplémentaire. Alors pour le coup, moi, pour être très honnête, je suis pas un expert du sujet, mais tu vois, on a été confronté à ça chez Tomorrow Theory. Mhm. Typiquement, on parle d'intelligence artificielle. Donc, il y a des modèles d'intelligence artificielle. Nous, quand on intervient, on fait de la projection parce que c'est des grandes conférences ou c'est des ateliers et autres. On s'est jamais posé la question d'écrire dans une police spécifique pour les dyslexiques. Mhm. Et tu vois, et en fait, ça nous a pas traversé l'esprit. Et quand je dis bah, il faut être créatif et faut prendre en considération, c'est typiquement en effet de se dire mais dans quelle mesure je peux être le plus inclusif possible dans mon entreprise. Et que en favorisant cette inclusion, du coup, eh bien, je vais permettre à des profils, alors j'aime pas le terme atypique, Oui, etc., mais c'est. à ces profils-là qui ont des compétences hyper fortes, de Mhm. pouvoir les faire émerger et de les mettre en confiance et de leur donner un espace pour pouvoir exprimer leur créativité. Donc, ouais, tu vois, c'est des petites choses comme ça. Donc, oui, en effet, mais encore une fois, je suis pas expert. En tout cas, merci infiniment, Alexandre. C'était passionnant. Je crois que vous avez été servi, les auditeurs, enfin moi le premier. On a plein de pistes de projection sur le futur au travail et puis sur ce qu'on a besoin de faire évoluer. Et merci infiniment. Et Oui, je peux te vas-y. donner une autre piste. Je Oui, vais je veux terminer bien. là-dessus et comme ça va être, ça va. Alors pour le coup, on va laisser ça et on va ouvrir le débat. Tu vois, on s'est jamais posé la question. On a appris de manière très scolaire qu'il y a eu l'ère primaire, l'ère agricole. Il y a eu l'ère industrielle. On a commencé à fabriquer des tracteurs. Mhm. Donc là, il y a eu un déversement de la population active du secteur primaire au secteur secondaire, puisqu'il a fallu après fabriquer les tracteurs qui remplaçaient les êtres humains dans les champs. Et puis après, en 1900, ça c'était en 1850, et en 1950, il y a eu la création de l'ordinateur. Et donc, on a commencé à intégrer l'automatisation sur les chaînes de production industrielles. Et pareil, il y a eu la création de l'ère tertiaire, l'ère du service, l'ère de l'informatique. Et les personnes qui travaillaient dans l'ère industrielle ont en grande partie basculé dans le Basculer. secteur tertiaire. On parle de la théorie du déversement. À Mhm. chaque nouvelle création d'aire, l'ère nouvelle génère plus de création d'emplois qu'elle n'en détruit dans la précédente ère. On ne s'est jamais posé la question, parce qu'on a toujours dit bah, ère primaire, secondaire, tertiaire. Est-ce que l'ère tertiaire, c'est la fin du voyage? Est-ce qu'on est arrivé à l'aboutissement? Bah, la réponse est non. Et donc, je vais laisser nos auditrices et auditeurs là-dessus. Il y a une nouvelle ère, l'ère quaternaire, l'ère de la contribution sociétale. Et tu vois, ça rejoint la définition du travail sur la dimension sociale. C'est cette Exactement. ère qui permet de faire société. Et dans quelle mesure les entreprises vont nous aider à faire société à l'échelle collective. Donc, c'est quelque chose de nouveau qui pourrait arriver. Et justement, l'intelligence artificielle nous amène à ce type de réflexion. Voilà, donc, je voulais terminer là-dessus. Eh bien, c'est une magnifique conclusion, Alexandre. C'est top. Je vous laisse, cher ami auditeur, réfléchir. Vous avez autant de journées que vous voulez pour plancher là-dessus. Merci infiniment. Tu reviens quand tu veux nous partager justement le fruit de tes réflexions avec ta structure. Et puis je donne rendez-vous aux autres auditeurs qui nous écoutent pour d'autres émissions, d'autres visions éclectiques, d'autres partages, d'autres univers. Et c'est ce qui fait la richesse de Capital Humain 3.0. À très bientôt, Merci. Alexandre. Merci beaucoup, Johan, pour ton invitation. À très bientôt à vous. Avec grand plaisir. Si cet épisode a résonné pour toi, ce n'est sans doute pas un hasard. Les transformations que nous vivons aujourd'hui, au travail comme dans nos organisations, ne sont pas seulement techniques ou économiques, elles sont profondément humaines. Si tu es dirigeant, manager, DRH, si tu sens que certaines tensions, certaines questions de sens, certains blocages reviennent sans cesse, et que tu as envie d'y voir plus clair, de prendre du recul, alors je t'invite à me contacter. J'accompagne les organisations et les leaders à clarifier, structurer et transmettre une vision plus consciente du capital humain, toujours avec un ancrage très concret
et très terrain. Tu trouveras mes coordonnées dans la description de l'épisode, et si tu veux aller plus loin, on peut simplement commencer par une conversation. À très bientôt dans Capital Humain 3.0.